Alors, bon midi à tous. Je vois que vous avez réussi à braver la tempête pour ceux qui sont arrivés ce matin. Bonjour à ceux qui sont en ligne. Alors, donc, je suis ravie de débuter et d'introduire le séminaire midi qui s'intitule « Certitude macroéconomique canadienne, mesures, évaluation, effets sur l'investissement ». Donc, c'est un projet qui a été réalisé, un projet de recherche dans le cadre de notre partenariat avec le gouvernement du Québec. Donc, c'est la présentation du rapport aujourd'hui officiellement. 3 chercheurs sont présents ici ce matin, Kevin Morand, Dalibor Rich et Adam Kadé-Touré, qui sont ici. Je pense que c'est Kevin qui va faire la présentation. J'en profite pour rappeler que Dalibor est le chercheur principal de la politique publique, politique économique et budgétaire d'être des grands thèmes, donc un des 3 co-chercheurs, et il est aussi le chercheur responsable du pôle modélisation de l'économie du Québec qui est en place ici à Cyrano. Donc, je vais vous laisser présenter, puis il y aura peut-être une période de questions à la fin. Et s'il y a des questions en ligne, en fait, n'hésitez pas à les faire parvenir, on les transmettra. Merci beaucoup. Merci de vous être déplacé. Donc, je n'ai pas présenté les co-auteurs, ils sont tous là, ils ont déjà été très bien présentés. Merci. Alors, je vais aller dans le vif du sujet directement. Le contexte général dans lequel le projet a vu le jour est le suivant. C'est un contexte dans lequel on entendait les médias financiers, les médias généraux, une certaine inquiétude à propos de niveaux exacerbés d'incertitude et niveaux exacerbés d'incertitude qui auraient des effets délétères sur la performance économique canadienne et notamment qui pourraient expliquer, en tout le moins en partie, la croissance limitée ou la performance relativement décevante de l'investissement au Canada. Et cette incertitude exacerbée-là était considérée comme facteur aggravant via l'un ou l'autre ou les 3 en même temps des canaux qui sont sur l'écran. Donc, l'incertitude aurait pu ralentir l'activité économique via le report, l'annulation même par les entreprises de projets majeurs d'investissement et d'embauche, clairement quelque chose qui est pertinent, qui était pertinent au début du projet et qui peut-être continuer à être pertinent en ce moment. Ou bien le report, l'annulation par des consommateurs en quantité suffisante de projets d'achat, notamment de biens immobiliers ou de biens durables, ou via une frilosité exacerbée des institutions financières qui hésiteraient à prêter ou à tout le moins qui auraient des exigences à la hausse dans l'octroi du crédit. Et donc, ça, c'était le contexte. Maintenant, pour parler d'un niveau élevé d'incertitude, d'un niveau exacerbé d'incertitude au Canada et de ses effets délétères ou non sur la performance économique canadienne, encore faut-il avoir une mesure ou des mesures, à tout le moins, des mesures systématiques et crédibles de l'incertitude. Et c'est à ce chapitre-là qu'on pense que le rapport peut apporter une contribution importante en proposant une mesure de l'incertitude canadienne qui va s'inscrire en complément avec certaines autres qui existent déjà. Donc ça, c'est le contexte. Maintenant, le fait que les médias financiers ou une recherche texte me disent que l'incertitude est un problème, c'est également corroboré par beaucoup de travaux empiriques. Il y a une revue de littérature complète dans le rapport et donc je vais simplement mentionner 2 ou 3 aspects et 2 ou 3 contributions. Donc, il y a plusieurs travaux empiriques qui confirment ou qui à tout le moins suggèrent que une hausse de l'incertitude, c'est en majorité l'incertitude américaine, une hausse d'incertitude. Donc, la flèche ici suppose un lien causal, autant qu'on puisse l'établir. Donc, une hausse de l'incertitude américaine, effectivement, cause des baisses dans l'investissement, détériore les conditions sur le marché de l'emploi, affaiblit la croissance économique, etc., etc. Donc, il y a plusieurs travaux. On va peut-être mentionner Bloom, Jurado, Ludwigson et Inc., parce que c'est ce sur quoi le rapport va se baser. Caggiano et Hall, les Duquilieu. Donc, il y a plusieurs papiers quand même qui occupent cette sphère-là de l'analyse. Il y a déjà beaucoup moins de travaux, mais il y en a encore quelques-uns qui disent que ces hausses-là de l'incertitude américaine peuvent également être transmises donc
via un effet de contagion, c'est aussi d'actualité la contagion, via un effet de contagion sur l'incertitude présente dans d'autres juridictions ou dans d'autres pays. Et de là, avoir un impact délétère sur leur performance macroéconomique. Donc, quelques papiers, Colombo, Klossner et Seckel, particulièrement intéressants, Campbell et al. Maintenant, il y a très peu de travaux qui mettent l'accent sur autre chose que l'incertitude américaine. En tout cas, il y en a pas assez, je pense, notamment pour l'incertitude qui serait canadienne. Et c'est là, encore une fois, où on espère apporter une contribution qui sera utile à la profession. Est-ce qu'on m'arrête ou bien on pose des questions à la fin? C'est quoi le... En tout cas, donc arrêtez-moi si vous voulez, si vous avez une question, sinon vous pouvez la poser à la fin. Donc, on va se concentrer sur le rapport et les travaux nos travaux à 3, donc se concentrent sur l'incertitude à la Jurado-Ludvigsen et l'incertitude à la JLN, donc pour le reste de la présentation, repose sur l'intuition suivante. Il y a presque un si et seulement si ici, donc l'incertitude est élevée lorsque l'avenir devient difficile à prévoir. L'incertitude est faible lorsque l'avenir devient moins difficile à prévoir. Tout le moins avec toutes les informations que l'on a. Et donc, dans ce contexte-là, mesurer l'incertitude, ça revient à mesurer de manière agrégée la difficulté à prévoir l'évolution future des variables macroéconomiques et financières qui peuplent peut-être pas le microcosme, mais plutôt le macrocosme macroéconomique. Essentiellement, si les économètres ont eu récemment de la difficulté à prévoir le futur, selon Jurado, JLN, l'incertitude est élevée, et si les économètres, ou de manière générale, les macroéconomistes ont plus de facilité à prévoir le futur, l'incertitude est faible. Et donc, ça, c'est à la JLN. Et c'est ce qu'on va faire ici. Et on va faire la chose suivante. Donc, la méthodologie JLN va être appliquée à une base de données que vous connaissez sûrement, ou peut-être à tout le moins, ou qui gagne à être connue, on va dire ça comme ça. Donc, les papiers de Fortin, Gagnon, Leroux, Surprenant, Stevanovic. Dalibor pourra vous en parler si vous voulez plus de détails. Et donc, avec cette base de données-là, on va avoir comme output public, si jamais les gens sont intéressés, une série chronologique canadienne pour l'incertitude macroéconomique et financière. De là, une fois qu'on a trouvé ou on a mesuré l'incertitude canadienne, c'est certainement le cas qu'il y a quelques questions qui se posent, notamment, par exemple, est-ce que l'incertitude canadienne et l'incertitude américaine, c'est la même chose? En fait, ce qu'on trouve, c'est qu'effectivement, il y a une corrélation importante aux endroits où on s'y attend, notamment, par exemple, 2008-2009. Mais il y a également des épisodes intéressants pendant lesquels l'incertitude canadienne est relativement différente de l'incertitude américaine. Il y a des divergences, notamment dans la période plus récente, qui s'adonnent à, c'est peut-être une coïncidence ou c'est peut-être pas une coïncidence, qui s'adonnent à être marquées par les chutes importantes dans le monde du pétrole. Ce chance-là, on peut ensuite évaluer l'impact de l'incertitude. Une des choses qu'on peut faire avec cette mesure-là, c'est d'évaluer l'impact de l'incertitude sur l'investissement et l'activité économique. On le fait ici dans le cadre d'un VAR relativement conventionnel, on va dire ça comme ça, donc un vecteur autorégressif relativement conventionnel. Et on montre que, encore une fois, c'est intéressant, les hausses dans l'incertitude américaine vont causer des baisses importantes, mais qui semblent relativement transitoires dans l'activité économique. Et les hausses dans l'activité canadienne, dans l'incertitude canadienne plutôt, vont causer des baisses également, mais qui semblent plus modérées, d'amplitude moindre, mais qui également semblent plus persistantes dans l'activité économique canadienne. Et ça donc pose la question, est-ce que ce sera peut-être pour un travail futur, quelles sont les sources de ces différences-là et de ces contrastes-là? Est-ce que l'incertitude américaine, même si elle a été mesurée de manière relativement similaire à l'incertitude canadienne que l'on propose, est-ce qu'il y a des sources qui sont différentes et qui donc apportent des conséquences différentes? Très bien. Alors, je continue s'il n'y a pas d'autres questions ou pas de questions. Voilà. JLN, c'est quoi? Encore une fois, rappelez-vous, si c'est difficile de prévoir, l'incertitude est élevée. Si c'est facile de prévoir macroéconomiquement, l'incertitude est faible.
Et donc, si je note YJ une variable économique, macroéconomique ou financière, et je note par UJTH la difficulté attendue selon toute l'information, la meilleure information que j'ai, donc conditionnelle à toute l'information qui est représentée par IT, la difficulté attendue à prévoir cette variable YJ-là à l'horizon H. Oui, parfait, ça c'est une chose. Donc, je note UJT, la difficulté attendue à prévoir la variable UJ à l'horizon H, H étant 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois à l'avance, etc. Et si ensuite je fais la somme de tous ces UJT-là, j'ai envie d'aller là, mais est-ce qu'on me voit quand même? Ouais. Et donc, si je fais la somme de tous ces UJT-là, en les pondérant d'une manière ou d'une autre, pour trouver quelque chose d'agrégé, voici ce que sera la méthode, ou plutôt la mesure de l'incertitude macroéconomique canadienne. Oui. Vous pouvez limiter un critère de moins de carré, donc, c'est déjà un exercice relativement lourd, parce que relativement lourd dans le sens où c'est fait avec des centaines de séries. Et donc, il y a un arbitrage à faire entre le nombre de séries qui sont utilisées et le critère, mais conceptuellement, je ne pense pas que ce soit particulièrement difficile. La fonction de coût est quoi? Oui, c'est ça. Je ne dis pas que c'est facile. Oui. Ça ne reflète pas ce qui arrive dans l'étude. Ça Absolument. est très influencé par ce qui arrive dans l'étude. Oui, c'est plutôt vrai. Ouais. Ce qui est, en fait, que ce soit dominé par ce qui arrive dans l'étude n'est peut-être pas comme c'est une mesure d'incertitude. A priori, je ne vois pas ça comme particulièrement dommageable, non? Mais clairement, c'est un choix de critères là-dessus. Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose là-dessus? Parfait. Bon. C'est ça. Alors, pour mettre ça en pratique, on a besoin de deux choses. On a besoin d'une base de données. Donc, la base de données est celle que j'ai mentionnée auparavant, encore une fois, tout est disponible sur le site web de Dalibor, si jamais vous voulez travailler ou si vous y êtes intéressé. Donc, il y a plus de 300 séries chronologiques, c'est mensuel. Les données sont désaisonnalisées, stationnarisées et normalisées pour entrer dans le cadre d'un modèle à facteurs. Et c'est fréquemment mis à jour si jamais, encore une fois, vous êtes intéressé. Donc, ça, c'est la base de données. Encore une fois, vous voyez une certaine lourdeur, entre guillemets, 300 séries chronologiques qu'il faut traiter et qu'il faut travailler avec une certaine efficacité. La deuxième chose dont on a besoin de faire, c'est un modèle de prévision qui ensuite va nous donner ou va nous permettre de mesurer la difficulté à prévoir. Et donc, le modèle de prévision qui a été utilisé ici est le suivant. Donc, la matrice XT représente l'ensemble des variables dans l'économie. Et de l'ensemble des variables, on extrait un certain nombre de facteurs en FT de manière relativement conventionnelle pour permettre d'aller chercher un peu de l'information qui est contenue dans la variance, soit tout le moins dans les deuxièmes moments des variables. On refait l'exercice, mais avec la matrice carrée, ici, qui nous permet d'aller chercher une autre série de facteurs, ces autres séries de facteurs-là, donc étant liées, on l'espère, à des aspects plus de deuxième ordre. Et une fois qu'on a nos facteurs FT et nos facteurs WT, encore une fois, qui émergent de toute la base de données, on va utiliser ces facteurs-là pour prévoir la variable YJ à l'horizon H avec ses valeurs passées, avec les facteurs qui ont été tirés de la base de données, avec les facteurs qui ont été tirés de la base de données carrée, et avec le la première composante principale de ce facteur-ci, ou le premier facteur, ici carré, pour encore une fois ajouter un peu de non-linéarité. Le modèle des facteurs, sont supposés non corrélés entre eux. Sont identifiés comme ça.
C'est-à-dire c'est les Ils sont composants définis principales. comme ça. Je ne sais pas s'ils sont identifiés, ils sont définis. Ils sont identifiés à cette rotation-là. Donc, c'est souvent. On ne sait pas. C'est derrière, c'est pas clair que ça reflète quoi que ce soit structurel. C'est purement une convention avec laquelle les macroéconomistes font des bases structurelles se battent depuis des années. Et vous avez un modèle de volatilité stochastique? Ah, tiens, merci. Oui. Et donc, la deuxième, donc la première composante vient ici des facteurs, ou des composantes principales. Et la deuxième composante ici, c'est le fait que la variance, ici, c'est la variance de cette erreur-là. La variance est supposée, ou à tout le moins a la possibilité d'avoir une composante donc, stochastique avec un paramètre qui lui permet donc d'avoir des périodes où la volatilité est plus intense et des périodes où la volatilité est moins intense. Dans un contexte où ces périodes de volatilité plus intenses ou moins intenses-là, autant que dans la mesure où ils ont été bien représentés par ce graphique-là, sont prévisibles. Et donc ça veut dire que l'incertitude n'est pas nécessairement seulement de la volatilité exacerbée. Je sais que j'ai travaillé un peu sur l'estimation de ces modèles-là. Et dans la donnée financière, nous, ce qu'on trouve, c'est des modèles de stochastiques d'ordre 2 ou 3 et non d'ordre 1. Je vais juste mentionner encore ça. C'est un modèle. C'est pas. Je suis très content de regarder ce modèle-là. D'accord. Parce que c'est nettement préférable au match. Mais nous, ce qu'on a trouvé, c'est que le modèle d'ordre 1, c'est pas suffisant. On a plutôt des modèles d'ordre 2 ou 3. Ça se D'accord. peut que les données financières, peut-être que Ouais. la référence a une influence. Effectivement. Donc là, la base de données est quand même plus large et moins ciblée, mais c'est vrai que, encore une fois, conceptuellement, il n'y a rien qui nous empêcherait de. Ouais. Mais peut-être ce qu'il faudrait ajouter aussi, c'est que c'est la mesure finale de l'instructure, elle dépend beaucoup du modèle. Si ton modèle de prévision un modèle n'est pas bon, n'est pas bien spécifié, ça risque de se retrouver dans l'erreur de prévision et d'influencer. Bon. À leur défense, parce que ça, ce n'est pas notre modèle, c'est le modèle exactement comme le sommeil. C'est à peu près le même modèle qu'ils ont utilisé, que Ludvigson et Heng ont utilisé dans la prévision des rendements. Donc, le modèle a déjà fait ses preuves au niveau de la prévision. Puis, il y a d'autres études après qui ont utilisé d'autres modèles, des modèles beaucoup plus compliqués. Soit des modèles même avec paramètres variant dans le temps. Et au final, tout le monde trouve à peu près les mêmes études. Donc, il y a aussi 300, après 300 variables, il y a aussi un aspect selon lequel, à moins que cet aspect-là de deuxième ou troisième ordre soit généralisé, mais clairement, c'est quelque chose à mentionner. C'est plus une question sur la base de données. Est-ce que toutes les 300 séries, c'est pour le Canada ou c'est des séries qu'on donne par province? Il y en a beaucoup pour le Canada, mais il y en a beaucoup par province. Donc, il y en a beaucoup par secteur, par province, par région. Ça dépend de la disponibilité. Ce qui permet aussi, on ne l'a pas exploité parce qu'on n'avait pas assez de données, maintenant, par province. Mais cette méthodologie-là, je pense qu'ils font maintenant. On peut produire des mesures d'incertitude par secteur. Ou par province géographique. En fait, il suffit juste de restreindre de 300. Si on avait 150 variables québécoises, on ferait ça sur ces 150 variables québécoises, on agrégerait. Parce que, peut-être que je vais trop vite, mais votre conclusion, c'est la hausse d'incertitude canadienne, des baisses plus modestes, c'est parce que des secteurs en particulier, c'est lié au coût du pétrole, mais ce n'est pas toutes les provinces qui ont été affectées Oui. Ça peut expliquer. Absolument. Merci. Donc, 2 ingrédients. En pratique, ça fait une page sur un acétate. Ça fait plutôt une page sur un acétate. En pratique, c'est pas si simple que ça. C'est beaucoup de travail. Et donc, je salue le travail, notamment des co-auteurs, à ce chapitre.
Juste mentionner 2-3 mots à propos d'autres mesures qui, justement, sont utilisées dans la littérature pour refléter cette idée-là d'incertitude. Donc, juste pour confirmer, l'incertitude à la JLN qui nous intéresse, politiquement neutre, je ne sais pas, mais c'est certainement statistique et donc, a priori, c'est un peu agnostique à propos de ce qui va se passer. C'est une base d'informations donc riche, diversifiée. On espère aller chercher donc avec un filet le plus de données possible. Mais donc, peut-être que du point de vue négatif, c'est un travail de traitement de données qui est quand même relativement intensif. Et comme le mentionnait Dalibor il y a 2 minutes, ça dépend de notre confiance à propos du modèle de prévision. Parce que si le modèle de prévision était relativement pauvre au départ, clairement, ça va avoir un effet sur notre impression de ce que c'est. Vous serez peut-être déjà familiarisé avec l'incertitude de politique économique, Baker, Bloom et Davis. C'est basé, sur un aspect différent à propos des politiques économiques, politique fiscale, politique monétaire, politique économique, et donc l'empreinte des décideurs publics sur l'économique. Donc ça, c'est ce qu'on recherche conceptuellement. Alors, et de plus, du point de vue de la mesure, c'est une approche textuelle dans les médias où essentiellement, on cherche l'incidence de mots comme incertitude politique. L'avantage de cette chose-là, c'est que c'est disponible relativement facilement pour les États-Unis, à tout le moins. C'est disponible presque, je pense, même quotidiennement maintenant. L'aspect négatif de cette mesure-là, s'il y en a un, c'est notamment pour le Canada, c'est basé sur un échantillon. Quand on dit recherche média à propos de l'incertitude, en fait, dans les faits, leur mesure canadienne ou ce qu'ils proposent pour la mesure canadienne est basée sur un échantillon vraiment très, très limité de médias qui, de toute façon, il y en a de moins en moins. Et donc, potentiellement, je pense que ça, c'est un problème pour ce genre de mesure-là. Mais elle est là, elle est disponible. Et elle met l'emphase ou l'accent plutôt sur l'incertitude à propos des politiques. Bloom et al. Suggère que l'incertitude, en fait, c'est la dispersion dans la productivité observée des entreprises. C'est conceptuellement quelque chose de très différent comme idée de ce que c'est l'incertitude. Et de plus, pour avoir une série chronologique sur la dispersion dans la productivité des entreprises, ça demande des données qui, pour le Canada, ne sont tout simplement pas disponibles, à tout le moins à ma connaissance. Et finalement, un autre type d'incertitude qui a été mise de l'avant également par Bloom, l'incertitude, c'est le prix des options liées à la volatilité. Essentiellement, un aspect financier qui se base donc sur le prix des options qui sont liées à la volatilité. Donc ça, c'est le cadre. Et donc, nous, on met l'emphase sur JLN, mais on va essayer de comparer ce qui se passe lorsqu'on utilise une autre mesure. Très bien. Alors voilà. Donc, sans plus tarder, je vous donne des résultats. Donc, ça, c'est la mesure JLN canadienne. En bleu, on a des récessions au Canada. Ici, l'horizon à 1 mois, l'horizon à 3 mois, l'horizon à 12 mois. C'est... Oui? Juste comprendre. Ça, c'est la moyenne de vos des variances conditionnelles, Oui. des erreurs de prévision à différents horizons. Absolument. Donc, oui, est-ce que merci. c'est un seul horizon ou si vous additionnez tous les horizons? C'est par horizon. C'est par horizon. Donc, ça, c'est pour lorsque l'exercice est fait en prévoyant 1 mois à l'avance. Ça, c'est lorsque l'exercice est fait en prévoyant 3 mois et 12 mois à l'avance. Et ça, c'est en F6, donc j'ai le temps où donc l'information disponible est en train de changer et donc l'exercice est répété à chaque moment. Le modèle est estimé de manière récursive? Oui. En fait, c'est pas tout est in simple. Et là, le modèle est estimé de manière récursive. Oui. Mais c'est toujours tout est in simple. C'est pas toujours simple. Donc, Bon. on cherche ça, on fait un article avec une comparaison. Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'il est estimé une seule fois. L'exercice est fait une fois. Une seule fois. Donc, vous ne mettez pas à jour les coefficients. Non, c'est une seule fois sur tout le chantier. Ah, OK. Donc, ça, c'est exposé à double fait. D'accord. Ouais, d'accord. Une autre chose qui pourrait être potentiellement
Donc, Mais c'est pour ça que je disais que les gens, des exercices similaires ont été faits où on fait vraiment un exercice de pseudo-autocentre. On va spécifier les modèles, on estime le modèle à chaque fois. Effectivement, on ne change pas. Vous avez fait une estimation sur tous les chantiers. Sur tous les chantiers. Donc, s'il y a un changement structurel quelque part, il est contaminé. Donc, c'est intéressant de voir. Un changement structurel, en fait, ça fait partie de l'architecture. Je veux savoir si ça fait partie. Ah oui, il fait partie. Oui, il fait partie. Juste pour mentionner quelques faits frappants, et ce n'est pas surprenant que l'incertitude, donc la difficulté à prévoir à un horizon faible, soit systématiquement plus faible que la difficulté à prévoir à un horizon plus élevé, d'une part, et d'autre part, une variance pour la difficulté à prévoir à un horizon faible qui est justement plus élevé que la variance dans la contrepartie à un horizon plus élevé. Et du point de vue des corrélations avec le cycle, clairement, vous voyez ici, 2008-2009, il y a un pic dans l'incertitude telle que mesurée par la difficulté de prévoir. Mais de manière intéressante aussi, qui va jouer un rôle lorsqu'on va comparer aux États-Unis, il y a dans les dernières années de notre échantillon une tendance, je ne sais pas si c'est une tendance très forte, mais une tendance à la hausse quand même, qui n'apparaîtra pas dans la contrepartie américaine et qui est quand même intéressante. Et sans plus tarder, donc je vais faire la comparaison entre JLN canadien en rouge à 3 mois et JLN US qui provient donc des travaux de JLN, justement. Encore une fois, 2008-2009, c'est assez clair, ça augmente partout. Peut-être un peu moins au Canada, mais ça augmente quand même partout, une corrélation très élevée. Mais encore une fois, mentionner ici cette situation-là où on a, dans les dernières années de l'échantillon, une augmentation au Canada qui ne semblait pas être présente aux États-Unis. Également, des situations ici autour de du ralentissement de 2001, qui a été baptisé récession aux États-Unis, mais pas au Canada, où le comportement semble être exacerbé aux États-Unis relativement. Donc, il y a des divergences intéressantes et il y a suffisamment de corrélations importantes, particulièrement aux endroits clés comme ici, pour qu'on soit convaincu qu'on soit à l'aise avec les résultats. Une autre comparaison, si c'est intéressant, donc JLN canadien et EPU pour l'incertitude à propos des politiques économiques. C'est intéressant parce que, d'abord, on note, encore une fois, 2008, les deux mesures s'entendent, mais ce qui est frappant dans cette chose-là, c'est que EPU, donc l'incertitude à propos des politiques économiques, c'est quelque chose qui est quand même très bruité, qui est très volatile et qui je ne sais pas à cause de ça, mais qui en semble à tout le moins amener un message qui est conceptuellement différent, à tout le moins, on va dire ça comme ça, de la mesure JLN. Je ne vais pas aller plus loin dans l'analyse, mais clairement, il y a une différence entre les deux. Encore une fois, volatilité financière, une autre manière de mesurer l'incertitude. Encore une fois, très volatile. Encore une fois, 2008-2009, on s'entend à peu près. Mais ici, la divergence demeure, donc une augmentation relativement récemment dans l'incertitude JLN au Canada, alors que la contrepartie financière ne semble pas avoir la tendance à la hausse. Comme vous avez un modèle à volatilité stochastique, vous avez des estimés d'un paramètre persistant. Oui. C'est un paramètre particulièrement intéressant. Je vous ai dit, ça donne la vie certitude. C'est peut-être intéressant d'avoir des graphiques, des paramètres persistants. Vous mentionnez ce paramètre-là, c'est ça, juste pour qu'on C'est ce paramètre-là qui indique à quel point ça dure. Oui, absolument. Les certitudes. Mm-hmm. Si phi est égal à 0, il n'y a pas de persistance. Mm-hmm. Si phi est égal à 1, oui. c'est
Ce serait une autre mesure. En fait. Absolument. Sauf que là, on a aussi une agrégation. On peut regarder la distribution. Et on peut essayer de voir une ça va varier beaucoup entre les types de marchés. C'est sûr que les paramètres dans les marchés financiers vont être petits, dans les marchés réels. Juste la dispersion de ces paramètres-là en fonction ou conditionnelle à certains aspects des données serait intéressant. Juste pour confirmer que, encore une fois, pour avoir un test que c'est relativement raisonnable ce qu'on prouve, cet aspect-là selon lequel incertitude financière et EPU est beaucoup plus volatile et beaucoup moins persistant que JLN, se retrouve aussi dans les données américaines. Et donc, encore une fois, ce n'est pas un gage de succès, mais c'est certainement un gage du fait que ça apparaît raisonnable. Parfait. Et donc, une fois... pardon. Oui, j'ai trouvé pour la question. Un petit peu plus simple, ce serait sur le premier graphique, créer l'incertitude JLN au moment de... je comprends en fait pourquoi, par exemple, on voit que l'incertitude à 3 mois est très très haute. Comment ça se fait que l'incertitude à 1 mois est très très haute? Comment ça se fait que celle à 3 mois et 12 mois ne soit pas extrêmement plus haute? Je veux dire, si on arrive à tel niveau d'incertitude à 1 mois, comment on peut avoir un tel plus à 3 et 12 mois? Il faut se rappeler, en tout cas, je répondrai peut-être, peut-être que vous allez avoir quelque chose à ajouter, mais on n'est jamais très bon à prévoir dans le futur. Et donc, ces prévisions-là, à mesure où l'horizon de prévision tenté augmente, vont tendre à converger vers quelque chose qui ressemble à une prévision inconditionnelle. Et donc, dans ce contexte-là, il y a moins de place à une détérioration de la capacité de prévoir. Je ne sais pas si... autrement dit, à 12 mois, on est déjà assez mauvais. C'est ce que j'essayais de suggérer, mais de manière polie. On va targeter par ailleurs qu'il n'y a pas un phénomène de retour à la normale. On s'attend. Le futur est en fait un peu plus long et relativement facile à prévoir, tandis que le très court terme, énormément de bruit. Est-ce qu'il y a ça? Effectivement. Donc, on est dans un contexte ou un cadre où on... Oui. Je n'ai pas une bonne réponse à cette autre manière de voir les séries chronologiques, effectivement. Je pense à ça. Merci. Merci de la question. Je ne sais pas, oui. C'est moi qui remarque, c'est la mesure d'incertitude qui est assez pacifique. Est-ce que ce n'est pas aussi un reflet de la symétrie dans les séries? En fait, la manière dont je comprends ça, c'est que comme on est dans une économie qui croît relativement souvent, c'est difficile pour le modèle économétrique de prévoir les récessions, entre guillemets. Donc, la capacité à prévoir qui se détériore, c'est un peu similaire à la difficulté de prévoir les ralentissements à l'avance. Je ne sais pas si ça cadre un peu avec le commentaire sur la symétrie, mais c'est comme ça que moi je l'interprète. Et donc, ce n'est pas surprenant, en fait, qu'on ait une mesure très contracyclique puisque les ralentissements sont difficiles à prévoir. Oui, c'est plus soudain, ça baisse plus rapidement. Donc, j'ai l'impression qu'il y a quand même une équivalence fondamentale, à tout le moins, entre la difficulté à prévoir un ralentissement qui, comme vous dites, est soudain et la mesure d'incertitude qu'elle est proposée par G. Super, merci. Maintenant, une fois que j'ai ça, j'ai une mesure de l'incertitude. Je peux me poser la question, est-ce que ça va avoir un rapport ou est-ce que ça va être lié avec, par exemple, l'investissement, puisqu'on a débuté le projet avec une incertitude, plutôt avec une inquiétude à propos des effets de l'incertitude sur l'investissement. Donc, dans le graphique que vous avez là, donc vous avez en bleu l'investissement dans sa mesure la plus générale, c'est-à-dire la formation brute de capital, ça pourrait être d'autres mesures de l'investissement, et la mesure de l'incertitude, et on essaye de voir, encore une fois, ça c'est simplement
pour se mettre l'eau à la bouche, on essaie de voir s'il semble y avoir une relation négative entre les deux. Et encore une fois, si on se bien sûr, c'est difficile à voir sur un graphique, mais clairement, dans les moments de ralentissement, ça semble être le cas. Et encore une fois, clairement, dans la dernière partie de l'échantillon, le moment où l'incertitude macro en rouge est en train d'augmenter et le comportement de l'investissement semble être, à tout le moins, en dessous de sa moyenne ou un peu décevant, ça semble être corroboré par cette donnée-là. Et donc, tout ce qu'on va faire ensuite, ou plutôt le reste du projet, de dire, est-ce qu'on est capable, autant, encore une fois, que les vecteurs autorégressifs nous le permettent, est-ce qu'on est capable de mettre un peu de chair sur cette idée-là qu'il y aura peut-être une causalité entre l'incertitude et l'investissement? Étant donné que vous avez une estimation qui est basée sur tous les échantillons, en fait, ce que vous regardez, c'est des résidus. Oui. Donc, l'incertitude, ça a quelque chose à voir le présent par rapport au futur. Le résidu, il y a un grand résidu à un moment donné. Est-ce que c'est une hausse d'incertitude ou c'est juste le fait qu'on a un short? Est-ce que, jusqu'à quel point ça reflète, ça implique une véritable incertitude? Il y a des shorts, là. Il y en a qui sont gros, il y en a qui sont petits. Oui, mais est-ce que je dirais qu'à tout le moins, une manière de voir l'incertitude, je dirais que oui, ça reflète ça, dans le sens où le choc a été gros et il a été difficile à prévoir, et donc dans ce contexte-là, il nous a surpris. Mais je suis d'accord qu'il y a beaucoup de manières de voir l'incertitude. Un choc, ça nous surprend. Ouais. Qu'il soit petit, qu'il soit gros, il est imprévisible. Il y en a une distribution. Est-ce que à quel point ça représente vraiment l'incertitude? D'une certaine manière, la mesure JLN. Non, mais je comprends. Ça les aidait à publier leur article. Oui, bien sûr. Donc, ils présentent leur mesure de manière axiomatique, entre guillemets. Et donc, si on n'est pas d'accord avec ça, c'est clair que c'est difficile de reprendre leur analyse. Cela dit, effectivement, je suis d'accord avec vous et avec ces commentaires-là. Bon, est-ce que c'est vraiment l'incertitude? Je ne sais pas, mais c'est certainement une mesure agrégée de quelque chose qui se passe au niveau macroéconomique. En fait, il y a eu plusieurs travaux qui essaient justement de répondre à la question est-ce que l'incertitude, c'est une source de situation ou bien c'est un mécanisme de transmission? Puis, ça va dans les deux sens. Il y a des types d'incertitudes, c'est plutôt la source. Il y a des travaux par Marcellino, Clark, d'autres. Il y a des travaux par Serena, d'autres plutôt que l'incertitude financière, c'est plutôt une source et non pas une transmission. Bref, il n'y a pas de. Le message des lieux, c'est que les gens ne trouvent pas le consensus. L'état des lieux est incertain, c'est ça? Voilà, c'est ça. Mais au fond, c'est ça. Donc, pour essayer de mettre un peu de lien causal autant qu'on puisse le faire, on fait une analyse VAR dans laquelle le vecteur Y a donc en ordre l'incertitude US, le PIB Cannes, l'investissement Cannes, le taux d'inflation Cannes et l'incertitude Cannes. Et donc, mettre l'incertitude US en premier, ça semble relativement non controversé dans le sens où ça suggère que ça va être à tout le moins dans les premières périodes exogènes. Mettre l'incertitude Cannes à la fin suggère, comme vient de mentionner Dalibor, une réponse à la question est-ce que c'est un vecteur de transmission ou est-ce que c'est une source de choc? Et donc, dans ce contexte-là, c'est plutôt un vecteur de transmission, mais le papier ou le rapport a également des résultats qui proposent quelque chose de différent en changeant l'ordre de l'incertitude. Et donc, à partir du moment où on a ces choses-là, les questions qu'on peut se poser, c'est quoi les effets d'un choc à l'incertitude US? Quels sont les effets d'un choc à l'incertitude Cannes? Et c'est quoi les contrastes entre les deux? Donc, on a une série de réponses. Je vais juste en mentionner quelques-unes. Les réponses ressemblent à ça. Donc, les effets macroéconomiques d'une hausse dans l'incertitude, on le voit mal ici, c'est dans l'incertitude US.
Encore une fois, l'incertitude Cannes est à la fin, l'incertitude US est au début. Et ce qu'on suggère ici, ce qu'on montre, donc, c'est une diminution importante, mais relativement transitoire de l'investissement. Comme il a été mentionné, comme il a été annoncé dans l'introduction. Également, on montre, c'est important ici, un mouvement de contagion, entre guillemets, ou à tout le moins de transmission, où l'incertitude américaine, un choc à l'incertitude, ou un mouvement dans l'incertitude américaine a un effet sur l'incertitude canadienne. Attendu, mais c'est certainement intéressant de le voir. Donc, résultat principal, si je mets l'emphase, l'accent sur l'investissement, une diminution prolongée, plutôt importante, mais relativement transitoire. Alors que si je fais un choc à l'incertitude canadienne, qui se retrouve ici, donc choc à l'incertitude canadienne, ce qu'on montre d'abord, ou ce qui est clairement et encore une fois attendu, c'est que bien sûr, il n'y a aucune réaction contemporaine à l'incertitude US par définition, ou par hypothèse plutôt, mais il n'y a également pas de réponse statistiquement significative avec le temps, ce qui est encore une fois relativement satisfaisant comme résultat. Et une diminution de l'investissement, encore une fois, si on met l'accent sur l'investissement, qui est en amplitude relativement faible, mais qui est en persistance plus élevée que ce qui était le cas auparavant. L'investissement, moi, je m'attendrais à ce qu'un choc positif, qu'il y ait une différence suivant avec le choc est positif ou négatif. Bon, ce que ça veut dire, ça, c'est que le choc sont plutôt négatifs aussi. Et si l'économie est en boom, là, tout à coup, de manière imprévue, ça tendrait à ce que ça stimule l'investissement. Au lieu d'essayer de séparer les deux. De séparer les deux, d'avoir des réponses asymétriques, c'est ce que vous suggérez, absolument. Ouais. Ça peut être asymétrique. Absolument. Donc, à la base, ce qui nous encore une fois, venant du contexte où la création du projet était un contexte où beaucoup de gens mentionnaient que la hausse de l'incertitude avait un effet délétère sur l'économie. C'est le genre d'analyse qui est la première chose à vérifier, mais vous avez raison que ce serait intéressant de voir si c'est possible de séparer les effets positifs des effets négatifs. Clairement. Donc, incertitude Cannes, incertitude US. Donc, US, amplitude élevée, persistance relativement faible. Incertitude Cannes, amplitude relativement faible et persistance plutôt un peu plus élevée. Les résultats que je vous ai montrés, c'était pour la formation brute de capital, donc la définition de l'investissement la plus générale. On peut tout refaire ça, toute l'analyse pour différents types de composantes de l'investissement. Et c'est ce qui est mentionné ici. Donc, en bleu, la réponse de l'investissement à un choc d'incertitude US. En rouge, la réponse de l'investissement à un choc d'incertitude canadienne. Les résultats benchmark sont reproduits ici. Et essentiellement, ce qu'on voit, c'est que c'est assez robuste, à part, encore une fois, quelque chose qui est, je pense, raisonnable, l'investissement public, qui, de toute évidence, répond à différents types de critères qui ne cadrent pas apparemment avec ce qu'on a fait ici. Encore une fois, je pense que c'est relativement raisonnable de trouver ça. Très bien. J'ai mentionné à quelques... Dalibor aussi a mentionné le fait que il y a une controverse sur est-ce que l'incertitude devrait se retrouver en avant ou en arrière, ou dans le sens où est-ce qu'elle est cause de fluctuation ou est-ce qu'elle est vecteur de transmission de fluctuation. Il y a quelques exercices qui sont faits dans le rapport, mais ici, vous voyez qu'on a mis l'incertitude canadienne en deuxième, entre guillemets. L'incertitude US demeure en premier, mais l'incertitude canadienne est en deuxième, reflétant l'idée qu'elle est la source de fluctuation plutôt qu'un vecteur de transmission. Et les résultats dans l'ensemble sont, on va dire, relativement robustes, mais encore une fois, vous avez tous les résultats dans le rapport si jamais vous êtes intéressé. Finalement, c'est aussi également intéressant de regarder ce qui va se passer. Si on refait tout ça avec non pas notre mesure JLN telle que mesurée ou proposée,
mais avec d'autres mesures, notamment dans ce cas-ci, l'incertitude financière. Et ce qui est intéressant dans l'ensemble, c'est que cette idée-là, selon laquelle le choc américain a des effets d'amplitude élevée, mais relativement transitoires, alors que le choc à l'incertitude canadienne a des effets d'amplitude relativement modeste, mais avec plus de persistance, continue d'être présent dans les résultats, notamment ici, vous voyez, lorsque j'utilise l'incertitude financière, plutôt qu'en comparaison avec JLN. Et lorsque je le fais avec l'incertitude politique, c'est moins présent, mais c'est présent pour le PIB. Et on peut également se poser la question, peut-être que en fait, l'incertitude, on devrait tout mettre ça dans un même panier et faire la première composante principale de toutes ces mesures qui sont proposées pour l'incertitude. C'est ce qui est fait ici, avec un résultat, à tout le moins pour le PIB, qui semble être en concordance avec ce qu'on a eu comme résultat jusqu'à présent. Je pense que c'est tout ce qu'on a à dire. Et donc, je vais vous offrir une synthèse puis quelques mots à propos du futur, même si les quelques mots à propos du futur, on en a déjà parlé de manière très intéressante. Donc, on offre, et ce rapport-là offre une première mesure d'incertitude macroéconomique à la JLN. Ce qui ressort de cette analyse-là, c'est que l'incertitude macroéconomique canadienne a des points communs avec sa contrepartie américaine, c'est rassurant, mais il y a des périodes de divergence qui sont également intéressantes. Et le modèle vectoriel qu'on a utilisé suggère que les hausses d'incertitude américaines amènent des baisses marquées mais transitoires, alors que les hausses de l'incertitude canadienne impliquent des baisses d'amplitude plus faibles mais plus persistantes. Et il y a également cet effet-là selon lequel s'il se passe quelque chose du point de vue des États-Unis, ça va se propager à notre mesure de l'incertitude canadienne, alors que l'inverse n'est pas vrai. Encore une fois, quelques pistes de réflexion, mais ça, c'est vraiment juste quelques pistes. Et déjà, vous nous en avez amené beaucoup plusieurs autres. Donc, c'est intéressant de voir ces contrastes-là dans les effets macroéconomiques des chocs d'incertitude. Quelques pistes de réflexion qu'on a eues, mais qu'on peut, encore une fois, on a plusieurs d'autres. Un choc à l'incertitude américaine, c'est un choc mondial. Je pense que c'est tautologique ou c'est trivial de dire ça, mais ça a quand même des dans le sens où potentiellement, à tout le moins, un choc à l'incertitude américaine, c'est un choc mondial, alors que le choc à l'incertitude canadienne, c'est local. Peut-être que ça a moins d'effet sur le taux de change. En fait, il y a plein d'avenues de voir d'où viennent ces différences-là. Également, on pourrait mentionner peut-être que l'incertitude américaine est peut-être à tout le moins dominée par des choses qui se passent sur les marchés financiers américains en raison de l'importance mondiale des marchés américains, marchés financiers américains, alors que l'incertitude canadienne va être davantage liée à des enjeux plus locaux, particulièrement peut-être l'extraction de ressources naturelles. Ce sont quelques pistes, mais bien sûr, je suis certain qu'il y en a plusieurs autres qui peuvent être proposées et on serait très content de les recevoir de votre part. Alors, merci au nom de mes deux co-auteurs. Je vous remercie de vos commentaires, de votre attention. C'est ça.